Eh oui, il m'arrive de commettre des erreurs. Quand je me trompe, c'est souvent à cause d'une hypothèse qui s'avère fausse. Ce risque est particulièrement élevé quand il s'agit d'une hypothèse implicite, dont je ne suis même pas conscient. Les hypothèses implicites ne sont pas toujours faciles à débusquer. Prenons un exemple. Une large majorité des conducteurs estiment être parmi les 50% meilleurs conducteurs. Il est bien sûr impossible que plus de 50% des conducteurs fassent partie de la meilleure moitié des conducteurs. Ceci illustre le biais de supériorité illusoire. On a tendance à se croire meilleur qu'on ne l'est. Mais le fait que plus de 50% des conducteurs estiment faire partie de la meilleure moitié prouve-t-il vraiment qu'il y a des erreurs de jugement? Pas nécessairement. On obtient cette conclusion que si une certaine hypothèse est vérifiée, une hypothèse implicite qui n'est pas si facile à dénicher. Je vous donne des indices dans la vidéo dont vous voyez le lien au sommet de cet écran. Comme pour toutes les vidéos que je mentionne ici, vous trouverez aussi son lien en description. Une stratégie face aux hypothèses implicites consiste à expliciter systématiquement toutes les hypothèses. Pour cela, il faut être extrêmement rigoureux et précis dans ses démonstrations. Un Grec de l'Antiquité a mené ce projet à l'extrême, Euclide. Dans un domaine certes limité, celui des formes géométriques, telles que les cercles, les triangles, il a veillé à ce que toutes les hypothèses utilisées dans les démonstrations géométriques soient explicitées, même si elles paraissent tellement évidentes qu'il semble inutile de les mentionner. Et il a fait la liste des hypothèses qui interviennent dans ces différentes démonstrations. Il a veillé à ce qu'il n'y ait aucune redondance dans cette liste. Si un axiome peut se démontrer à partir d'autres axiomes, il enlève de la liste. Il obtient ainsi une liste irréductible d'axiomes. Toute étape d'une démonstration géométrique doit être justifiée par ces axiomes ou par des définitions dont Euclide a aussi établi la liste. Il n'y a donc plus d'hypothèses implicites, puisqu'elles sont toutes explicitées. Pour en savoir davantage sur Euclide, regardez la vidéo de Monsieur Phi, dont je vous donne le lien. Seulement, je vais oublier cette stratégie d'expliciter systématiquement toutes les hypothèses implicites, parce que les cercles et les triangles sont des objets simples. Dans la vraie vie, les hypothèses sont trop nombreuses pour que nous puissions toutes les expliciter, comme si nous expliquions un problème à un extraterrestre qui ne connaît rien de nous. Il s'agit donc d'expliciter les hypothèses implicites de façon ciblée. Nous devons donc juger sur quelles hypothèses implicites nous concentrer sans pouvoir les examiner toutes, comme un joueur d'échecs qui sent dans quelle direction aller sans pouvoir anticiper tous les coups. Mais la multiplicité des hypothèses implicites ne doit pas nous décourager. Avant d'aboutir à une conclusion, il suffit le plus souvent d'examiner la principale hypothèse implicite pour limiter déjà considérablement les risques d'erreur. S'il est impossible d'être parfait, ce n'est pas une raison de renoncer à être bon. Une deuxième astuce, c'est de faire attention aux biais de disponibilité et de confirmation. Il existe en effet une forme particulière d'hypothèse implicite qui revient à rejeter implicitement les explications concurrentes du phénomène qu'on cherche à expliquer. Imaginez qu'on vous dise « les individus de type A sont surreprésentés parmi ceux qui font X ». Cette phrase évoque immédiatement une explication. Il y a un lien de cause à effet entre être du type A et faire X. Cette causalité peut être correcte, mais il se peut aussi que la surreprésentation soit due à d'autres facteurs. La formulation de la proposition « les individus de type A sont surreprésentés parmi ceux qui font X » écarte implicitement le rôle d'autres facteurs. C'est le biais de disponibilité. Le risque de ne pas percevoir les explications courantes est encore plus grand quand on a des raisons personnelles de les rejeter. C'est le biais de confirmation que je discuterai plus en détail en une autre occasion. Troisième astuce, raisonner à partir des fondamentaux plutôt que par analogie. Il est souvent pratique de résoudre un problème de façon similaire à un problème analogue, mais ceci implique des hypothèses implicites cruciales concernant notamment la pertinence de l'analogie. Car s'il y a des similarités entre deux situations, il y a sûrement aussi des différences. Le raisonnement par analogie suppose que, dans le cas en question, les similarités sont plus pertinentes que les différences. Il faudrait toutefois vérifier si tel est véritablement le cas.
Les analogies sont pratiques pour traiter rapidement un problème et elles peuvent générer des idées géniales. Voir l'exemple dans la vidéo dont je vous donne le lien. Mais elles ne prouvent rien et peuvent facilement égarer. Les analogies peuvent aussi limiter notre créativité en nous incitant à copier plutôt qu'à inventer. Sur les sujets importants, il vaut mieux réfléchir à partir des fondamentaux. C'est l'approche scientifique popularisée chez les entrepreneurs par Elon Musk. Voir le lien que je vous donne. Quatrième astuce, utiliser les contradictions. Une contradiction entre deux thèses apparemment parfaitement fondées peut permettre de prouver la fausseté d'une hypothèse implicite profondément enfouie. Un cas extrême est celui d'Einstein comprenant la fausseté de l'hypothèse selon laquelle le temps s'écoule de la même façon que l'on soit au repos ou au mouvement. En réalité, le temps s'écoule plus lentement lorsque l'on bouge. Ce phénomène n'est toutefois observable que si on bouge à une vitesse proche de celle de la lumière. Ainsi, certaines particules, les muons, parviennent à traverser notre atmosphère alors que leur durée de vie n'est en principe pas assez longue pour cela. Comme ils vont très vite, le temps se ralentit pour eux et ils parviennent à traverser l'atmosphère durant leur durée de vie. Comment Einstein a-t-il pu découvrir que l'hypothèse implicite que le temps s'écoule uniformément pour tous est fausse? Et ceci avant même que des observations ou des expériences, telles que celles sur les muons, l'aient prouvé. Eh bien, c'est parce qu'il y avait une contradiction entre deux théories qui étaient toutes deux extrêmement bien fondées. L'électromagnétisme de Maxwell d'une part, et d'autre part les lois du mouvement de Newton. Regardez ce lien si vous voulez en savoir davantage. De ce cas extrême, nous pouvons tirer l'enseignement suivant utile dans notre vie quotidienne. Lorsque deux thèses bien fondées entrent en contradiction, cela permet souvent de dénicher une hypothèse implicite profondément enfouie. Et cinquième point, être conscient du risque d'erreur qu'impliquent les hypothèses implicites. Quand nous parlons bien sûr, mais aussi quand nous réfléchissons, nous sommes contraints de nous accommoder d'hypothèses implicites. Mais faisons-le comme on marche dans un pierrier tout en sachant que chaque pierre peut basculer sous nos pas. Faisons-le en sachant que l'erreur peut se nicher dans ces hypothèses implicites. Ne soyons donc pas exagérément confiants en nos conclusions. Il nous sera ainsi plus facile de modifier nos conclusions si elles s'avèrent fausses. En résumé, premièrement, pour les sujets importants, veillez à expliciter les hypothèses implicites. La pratique permet de développer une intuition pour sentir quand ce travail d'explicitation est particulièrement important pour opérer les hypothèses implicites particulièrement cruciales et fragiles. Expliciter les principales hypothèses implicites apporte déjà beaucoup, même si on ne peut pas les expliciter toutes, comme l'a fait Euclide pour les démonstrations géométriques. Deuxième point, attention aux biais de disponibilité et de confirmation qui peuvent conduire à négliger des hypothèses concurrentes, c'est-à-dire à implicitement faire l'hypothèse qu'elles ne sont pas pertinentes. Troisièmement, sur les sujets importants, ne pas se limiter aux analogies, mais raisonner à partir des fondamentaux. Quatrièmement, une contradiction entre deux thèses apparemment bien fondées peut être une occasion en or pour repérer la fausseté d'une hypothèse implicite particulièrement difficile à débusquer. Et cinquièmement, soyons conscients que la plupart de nos raisonnements souffrent d'hypothèses implicites qui peuvent se révéler fausses. En être dès le départ conscient rend plus facile de reconnaître une erreur le cas échéant. Donc voilà un résumé de 5 astuces, mais c'est bien beau d'expliciter des hypothèses, encore faut-il les tester. Eh bien le test des hypothèses sera un thème que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Et vous, avez-vous des idées pour mieux gérer les hypothèses implicites? Quelles sont les principales causes de vos erreurs? Et que pensez-vous de cette vidéo, en particulier de ma façon de faire de l'hypervidéo comme on fait de l'hypertexte, en externalisant certaines discussions dans des vidéos annexes, comme je l'ai fait pour le paradoxe des conducteurs et la discussion des analogies. Auriez-vous préféré que ces deux vidéos soient simplement intégrées dans la présente vidéo? Je suis curieux de lire vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, cela améliorera son référencement sur YouTube et vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles publications. Un dernier point. Pourquoi discuter de biais cognitifs dans une chaîne consacrée à la démocratie? Eh bien parce qu'il est important que les citoyens soient aussi aptes que possible à prendre de bonnes décisions.